Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de valeurs RSE d'entreprises en général, de comment elles vivent, leur image, comment elles changent, comment on les amène à changer. Avec nous aujourd'hui, celle qui fait l'actu, elle en connaît un rayon sur le sujet. Il s'agit de Laurine Lefebvre. Bonjour Laurine. Bonjour. Sois la bienvenue dans cette émission. Une experte de l'entreprise, du mouvement de l'entreprise. Avant de parler de ça, parce que ça c'est très boulot, j'aimerais qu'on te présente à nos amis. Comment tu as traversé cette vie jusqu'à arriver aujourd'hui sur notre plateau? Enfin, de manière assez classique. J'ai eu mon bac et puis je suis partie faire des études en université assez classique où je ne savais pas trop ce que je voulais faire après le bac. Comme plein de gens, comme plein de gens, ouais. Et au début, je me suis d'abord orientée sur de la chimie. Ok. Parce que ma maman était malade, donc je voulais trouver un médicament pour la guérir. Donc c'était Arrête. assez utopique. Et donc j'ai un master de chimie où je me suis spécialisée en pharmacologie. Sauf que la partie laboratoire m'a pas trop plu, etc. Et du coup, je me suis réorientée dans tout ce qui était contrôle qualité, santé sécurité au travail et l'option RSE. Donc avec au début l'envie de travailler dans des laboratoires pour finir dans l'aéronautique. Super. Impeccable. Tout était bien prévu. Comme quoi, tu vois, la vie parfois. Puis je suis tombée amoureuse de l'aéronautique assez vite. C'est un milieu très exigeant, avec des pièces qui sont magnifiques et avec un enjeu assez important. J'ai même envie de dire vital. Oui, surtout pour les personnes qui sont dedans. Ouais, t'as raison. Donc, et puis après, du coup, j'ai fait mes classes dans l'aéronautique depuis maintenant quasiment 8 ans. Voilà, et puis il y a 2-3 ans, j'ai décidé de me lancer, de continuer ce que je faisais, mais toute seule. De le faire en ton propre nom. Je sais aussi de toi que tu aimes beaucoup démolir les murs à la masse, que tu aimes beaucoup le pilate. Plus sérieusement, qu'est-ce que ça dit de toi quand tu me dis, tu vois, je l'apprends, ma maman était malade, je lui ai fabriqué un médicament? C'est une certaine forme d'agilité d'esprit pour te dire, on m'attend là, il faut que je fasse ça et je me pose des questions, j'y vais? Non, c'est plutôt on m'attend pas là et j'ai envie d'y aller pour dire faut que quelqu'un le fasse. Ah ouais. Faut changer les choses et c'est pareil quand je casse des murs, hein, il était là, il fallait l'enlever. Puis ouais, c'est pareil, ce que je fais un peu au quotidien, c'est casser les codes, essayer de casser les codes en tout cas. Tu l'as dit tout à l'heure, virage du salariat à l'entrepreneuriat. On l'a tous eu, en tout cas cette envie, cette volonté, se dire: «Allez, je vais le faire pour moi». OK, mais puisque tu parles d'humain, humainement, moi ce qui m'intéresse, c'est dans quel état d'esprit tu es quand tu fais ce move-là? Est-ce que tu as peur? Oui, Ouais. oui, forcément, j'ai peur, je suis aussi un tout petit peu en colère parce que je sors d'une déception du salariat où on traite la femme de moins de 30 ans pas Ah oui, forcément pareil que le cadre de 40 ans. Donc je suis un peu dans cette certaines misogynies? certaine misogynie, un certain sexisme que je n'accepte pas. Et en fait, c'est un peu une volonté de casser ce plafond de verre qui me semble bien réel et de me dire: «Mais en fait, j'ai besoin de personne, j'y vais toute seule et je vais le faire et je vais montrer que je suis capable». Et c'est aussi en même temps, en fait, d'avoir croisé des gens, des fournisseurs ou des choses comme ça, qui m'ont fait des discours de me dire: «Mais en fait, ta manière de penser, c'est ça dont on a besoin». Qui m'ont dit: «En fait, il y a peut-être un truc à faire et j'ai moins de 30 ans, je suis célibataire à l'époque, c'est maintenant ou jamais». OK. Donc aussi, cet esprit d'aventure, parce que ça m'avait tout même à l'université, j'avais envie de me dire: «Je serai peut-être, indépendante un jour», me dire: «C'est peut-être le moment, d'y aller, donc autant le faire, Ouais. go». Donc ça s'est fait comme ça. J'avais un nouveau CDI qui était fait, je l'ai refusé et 2 jours après, j'ai créé Norvète. Est-ce que la petite Laurine, j'ai envie de te dire, allez, celle de l'école de 10-12 ans, il reste des choses de cette Laurine-là aujourd'hui ou Ouais, elle est toujours aussi fougueuse, hein. Elle monte toujours aux arbres, maintenant avec un harnais de sécurité, mais elle monte toujours aux OK. arbres, ouais. Non, oui, il y a Tu étais déjà un peu aventureuse, tu étais déjà oui, alors précautionneuse parce que j'ai quand même ce côté qualité où on fait attention et cetera, mais c'était pas, je réfléchissais avant d'y aller, mais j'y allais. tu y allais? OK. Alors je vais te faire toi qui ne rentres pas facilement dans de petites boîtes, je vais te faire rentrer dans une petite boîte, celle d'un ascenseur, avec le pitch elevator. En fait, pour que nos amis comprennent, tu vas rentrer dans l'ascenseur avec moi, tu dois me convaincre de faire appel à tes services, sauf que je vais descendre au 2e étage. Ça fait pas beaucoup de temps. Du rez-de-chaussée au 2e, tu as à peu près 20 secondes pour nous expliquer ton expertise et ta société. Tu es prête?
Alors attention, pitch elevator, c'est à toi. Moi, je transforme les normes des entreprises qui sont perçues comme étant contraignantes et complexes en une organisation qui est simple, humaine et performante. Donc, j'accompagne les entreprises à chercher de la cohérence, de la performance et de remettre le facteur humain dans leur quotidien. Bravo. J'y vais. J'y vais. Ta spécialité, tu l'as dit dans ton pitch, c'est que tu rends les choses compliquées simples. Ok, mais ça va dans une phrase, mais en vérité, comment tu fais? Parce que c'est très difficile de faire ça. C'est très difficile et c'est beaucoup de vulgarisation et c'est en fait comprendre ce qui est attendu finalement dans les normes, que ce soit de la qualité, de la santé sécurité au travail ou même de la RSE. C'est comprendre l'état d'esprit. On parle de l'état d'esprit de la loi, mais en fait c'est un peu l'état d'esprit de la norme D'accord. et essayer de la traduire dans des schémas d'entreprise les plus simples possibles. Et se dire, en fait, il ne faut pas faire ça, 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 pour faire ça, ça, ça. C'est vous, quelle est votre volonté? Et l'idée de la norme, c'est c'est d'arriver à ce résultat-là. Donc, c'est vraiment vulgariser au plus possible et beaucoup de bienveillance et de la reformulation. Et c'est aussi, en fait, je me suis entraînée. Voilà, ma maman qui a encore du mal à dire ce que je fais en entreprise. Des fois, je lui parle, elle me regarde et alors j'ai rien compris. Ok, alors je vais l'expliquer. Ah, ça, c'est clair. Du coup, tu fais du contrôle. Un peu. Mais, et du coup, voilà, c'est aussi voilà, ma grand-mère, mon conjoint, de leur parler de choses voilà, ils ne travaillent pas en industrie. Tu testes en disant ça c'est accessible, c'est compréhensible. C'est ça. Ok, super. Puis après, après, je tombe sur des personnes qui savent déjà un peu ce que c'est la qualité, qui savent un peu, donc ils ont des bases. Mais des fois, en fait, ils ont des a priori. D'accord. Et du coup, en fait, il faut venir casser ces a priori. Et des fois, en fait, c'est presque pire que quelqu'un qui y connaît rien. Ils ont des a priori parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne connaissent pas, parce que quoi? Parce qu'il y a de tout, il y a parce la norme a évolué en fait avant les années 2015 et même avant les années 2000, où avant c'était beaucoup de la paperasse, etc. Là, maintenant, c'est vraiment on arrive à un résultat et on fait un peu comme on veut pour y arriver, tant Ok. qu'on arrive au résultat. Et donc avant, on disait, mais il faut faire comme ça pour arriver à ce résultat. D'accord, il y avait un parcours fléché. Voilà, c'était beaucoup plus rigide avant. Et donc, en fait, il y en a, ils sont encore à cette période-là où c'est associé à cette rigidité, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Donc, il y a En vrai, ça. aujourd'hui, c'est peu importe le chemin, il faut que tu arrives à ce résultat. Exactement. C'est bien aussi. C'est pour ça qu'ils ont évolué vers ça. C'est bien aussi. On parle de sujets complexes, on parle d'entreprises complexes, et tu parles beaucoup, toi, d'humain. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre humaniser et les résultats d'une entreprise très complexe? Non, parce que les résultats d'une entreprise sont liés à l'investissement de ces personnes qui font l'entreprise. Ouais. Une entreprise, c'est pas qu'un patron, c'est un patron, ses salariés et l'ensemble des personnes autour, donc les fournisseurs, les partenaires, l'environnement qu'il y a autour. Et c'est ce que prend en compte la RSE d'ailleurs. Et en fait, c'est tout cet écosystème qui fonctionne. On dit souvent, d'ailleurs, un dirigeant d'entreprise qui ne sait pas s'entourer, il va droit au mur. En fait, c'est pareil. Et donc, en fait, c'est savoir, c'est faire comprendre à ces dirigeants que capter ses équipes, faire preuve de leadership, de cohérence et de montrer que les personnes, elles peuvent être fières de travailler dans l'entreprise où elles sont en ce moment. Ouais. Une personne qui est fière de travailler dans son entreprise, c'est une personne qui sera plus efficace qu'une personne qui est absolument pas fière. Oui, elle est acquise, elle est fière. Elle est active, elle est proactive, elle en donne plus, et puis elle peut être plus performante parce qu'elle n'est pas lassée, elle n'est pas dégoûtée. Donc forcément, il a tout à gagner parce qu'il va innover, il va aller chercher ce genre de choses, il va gagner de la fidélité parce que le turnover. De l'appartenance. De l'appartenance, exactement, parce que le turnover, c'est un coût énorme pour une entreprise, financier mais aussi organisationnel, parce qu'il faut les remplacer, on perd du savoir. Absolument. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prévoir. C'est hyper chronophage, ça coûte beaucoup d'argent. Puis ça agace les gens parce qu'il faut toujours former des nouveaux, puis on a l'impression qu'ils ne restent jamais. Oui, puis même d'un point de vue de la clientèle. Ça donne pas forcément une bonne image. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Tu parlais d'être entouré, des patrons d'entreprise qui étaient entourés. Mais ton cas, c'est que tu portes ton nom, ta boîte porte ton nom, tu es seul et pourtant extrêmement entouré professionnellement. Il faut parce que moi, ce que je mets en place, c'est une méthode de travail. Je reste assez générale. Je me dis que je suis une généraliste, entre guillemets. Mais par contre, si demain, il y a une méthode qui doit être mise en place
pour répondre à un besoin environnemental, une mesure environnementale par exemple, ou une mesure RH pour répondre à un besoin de l'entreprise. Moi, je suis pas une experte en droit, je suis pas une experte en certaines notions environnementales. Et donc, il faut savoir s'entourer de gens qui sont experts. Ou moi, je vais les introduire, ou je vais peut-être donner le contexte de l'entreprise, etc. Et faire ce lien-là, et donner les bons partenaires aussi à l'entreprise. Donc tu travailles avec un pool de professionnels Oui, verticalisés sur des domaines différents. aussi, ouais. Comment tu les sélectionnes? Ça, soit par, comment ça s'appelle? Parce que j'ai eu à travailler avec eux. Ouais, ok. Et bah, de mon propre avis, j'ai défini que bah, voilà, ils travaillaient bien, les clients étaient contents, etc. Soit par réputation aussi. Réputation, cooptation. Voilà, ça c'est un peu, il y a de tout. D'accord. Aujourd'hui, on parle davantage de la culture d'une entreprise, euh, plutôt que de simple respect des règles. Comment tu analyses ça, toi? Bah, en fait, juste répondre à la conformité, généralement, c'est le légal, hein, il faut aller un peu plus loin parce que c'est pas, par exemple, en répondant juste à la conformité du code du travail qu'on va aller chercher une qualité de vie au travail. Faut aller un peu plus loin, il faut se poser les bonnes questions et il faut répondre un peu à l'ADN de l'entreprise. L'ADN de l'entreprise. Ça fait une équation avec beaucoup d'inconnus quand même, tout ça. Oui, et l'ADN de l'entreprise, elle répond pas à un besoin de conformité. Elle dépend du dirigeant, de comment lui, il indique son entreprise, elle évolue à court, moyen ou long terme, et par rapport à cet ADN qu'il a envie de mettre en place, et la croissance qu'il a envie d'avoir, ou la pérennité, parce que tout le monde n'a pas un objectif de croissance, mais au moins un objectif de pérennité. On a besoin qu'il y ait une stabilité dans l'entreprise, et ça s'accompagne avec une culture globale, une manière de penser globale qui doit répondre à l'ADN de l'entreprise, parce que le cap qui aura été choisi, il faudra que les décisions du quotidien et les actions du quotidien, entre les décisions, la communication, les actions qui sont prises, elles soient en corrélation pour que les gens puissent adhérer. Une certaine forme de quête de sens, quelque part. Exactement. Ok. Je comprends. En ce moment, on est dans une certaine période de frilosité des entreprises, de peur des entreprises. Alors tout ça, c'est fortement agité par la politique, le contexte géopolitique et tout ça. Comment tu aides une boîte qui se serait un peu éloignée de son ADN, qui a besoin de se recentrer, qui sait plus trop? Comment tu arrives précisément là-dedans? Comment tu leur parles? À qui tu parles? On parle à ceux qui sont porteurs de ce qu'on appelle le leadership ou la gouvernance. Donc, c'est le dirigeant ou en tout cas les strates dirigeantes de l'entreprise. D'accord? C'est ceux qui prennent les décisions et ceux qui ont un regard sur ce qui se passera à l'avenir. Parce que c'est eux qui vont définir le cap. Donc, c'est à eux de définir aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut. Et en fait, on va venir leur poser des questions relativement assez simples. C'est vers où vous voulez aller, quels sont vos objectifs, pourquoi vous voulez faire ci. Et en fait, on va un peu comme quand on fait de la RSE, quand on définit une raison d'être, on vient poser des questions sur pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez envie de changer, ou au contraire, qu'est-ce qui fonctionne bien, Quel truc vous voulez régler? quel truc vous voulez régler, qu'est-ce qui est apprécié chez vos clients, qu'est-ce que vos clients ils vous reprochent, qu'est-ce qui est apprécié chez vos partenaires. C'est-à-dire que tu refais un audit général de la boîte. Oui, c'est ça. Et on réaligne en disant, mais voilà, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Et en fonction des objectifs, là, les actions, elles sont totalement différentes. D'accord, ok. C'est un travail hautement intellectuel. Tu vois, c'est pas comme si tu disais je vends un produit fini, tiens, je te le mets sur la table, c'est ça que j'ai fabriqué. C'est un produit très intellectuel. Peut-être pour que nos amis imagent un peu plus ton action, est-ce que tu pourrais nous parler d'une boîte ou d'un segment de boîte que tu as aidé, dans quelle mesure tu l'as aidé et quels ont été les résultats? Là, on va prendre une boîte dans l'aéronautique. C'est une petite boîte où c'est le fils qui récupère du papa qui a fondé ça il y a quelques années, qui se rend compte qu'il a un beau produit entre les mains et qui décide de dire, mais moi, mon rêve, c'est de travailler pour l'aéronautique. Donc, il n'est pas encore qualifié et il ne sait pas s'il est assez mature dans sa manière de fonctionner pour travailler pour un marché aussi exigeant. Ouais. Donc, moi, je l'accompagne en disant, OK, vous savez déjà que le marché est exigeant, mais jusqu'à où vous êtes prêt à aller pour répondre à ce marché? Parce que ce marché, il demande énormément d'exigences et qui vont peut-être aller à l'encontre de certaines de vos volontés d'agilité, De gouvernance, de politique RH. qui vont demander de mettre des investissements en place, de la Ok. traçabilité. Est-ce que votre envie est plus forte? Ou est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans ça, en fait? Alors oui, je veux vraiment le faire. Et là, OK, ça veut dire qu'il y a ça qu'il faut changer, il y a ça qu'il faut évoluer,
il y a ça où il va falloir qu'on y aille aussi. Et là, ah oui, oui. Et là, en fait, il se rend peut-être compte que derrière ce milieu-là, il y a énormément de checks, de contrôles. Et c'est normal parce que c'est des appareils qui volent, il y a des gens dedans. Et donc, c'est des choses sur lesquelles je l'accompagne. Mais ça, on fait ça comme ça. Tu leur ouvres les yeux sur une vraie réalité. Oui. C'est-à-dire que tu peux y aller, mais tu vas devoir passer par là. C'est ça. Et des fois, il dit, ah ben non, ça, je ne veux pas le faire. C'est le requis du marché. Alors des fois, je leur dis, alors ça, vous avez raison. Votre client, il vous demande ça, il n'a pas à vous le demander. Ok. On a garanti qu'il y a quelques gros qui ont tendance à vouloir que ça soit comme ça. Mais voilà, je dis, vous pouvez garder votre agilité, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, elle serait un peu différente. QHSE, QVTC, RSE, Scrabble. Ok, je les ai toutes. Bon, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que, alors, tout le monde n'est pas aussi sachant que toi sur le domaine. Est-ce que tu peux nous redessiner les contours de ce qu'est QHSE? Et pourquoi c'est important pour les entreprises? Alors QHSE, c'est pour qualité, donc en français, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et attention parce que l'HSE, en anglais, c'est health, donc c'est santé. Donc ça considère plutôt la santé-sécurité au travail. Ouais. Parce que après, dans tout ce qui va être agroalimentaire, on a la partie hygiène qui n'est Ouais. pas présente dans les autres secteurs. On va l'avoir dans les hôpitaux aussi, par exemple. Donc la qualité, c'est comment j'organise mon entreprise pour répondre à la satisfaction de mon client et m'améliorer tout le temps. Tout le temps m'améliorer. Amélioration continue, satisfaction des clients. Ça, c'est la qualité. Qu'est-ce que je fais pour arriver à ça? La partie santé, sécurité au travail, ça, c'est déjà de base le respect du code du travail en termes de santé et de sécurité au travail et la protection des salariés et des personnes qui sont tout autour de l'entreprise. Donc, ça va être les intervenants extérieurs, les visiteurs, etc. vis-à-vis des dangers qui peuvent être présents dans l'entreprise. Des dangers à la fois physiques, mais à la fois des dangers psychosociaux. Et aussi un tout petit peu, on va appeler les dangers sociétaux. C'est les impacts des dangers chimiques et de sécurité sur la vie privée, finalement. Vas-y, donne-moi un exemple de ça, par exemple. Par exemple, moi, j'ai un accident, je me casse une jambe. Ben, mon conjoint, il va être obligé de potentiellement m'amener tous les jours. Le dommage collatéral. Ça va l'impacter. Et moi, J'ai compris. potentiellement, ça va me déprimer parce que je vais être moins... J'ai compris. Voilà. Ça, c'est un peu les impacts sociétaux que ça va avoir. Quelqu'un qui se met à déprimer, sa famille, ben voilà, papa, il est déprimé en ce moment, il est plus en colère contre moi. Ben voilà, ça, c'est les impacts que peut avoir l'entreprise sur la vie privée des gens. Est-ce que les patrons d'entreprises françaises aujourd'hui ont, selon toi, je te parle en tant que sachante, hein, le temps et l'énergie de se prendre la tête sur ces trucs-là, à ton avis, aujourd'hui? Alors, le dirigeant seul, il n'a pas le temps forcément de driver ces sujets-là, mais il doit être porteur de ces sujets-là et dire ils sont importants, il faut qu'on les maîtrise. Ça doit rentrer dans l'équation, Voilà, quoi qu'il arrive. ça rentre dans l'équation au même titre qu'une performance financière. Waouh! Ah oui? Ah ben oui, parce que... Tous les patrons sont prêts à ça, à ton avis? Ah non, mais il faudrait. Ah non, 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 ah non, pas du tout. Mais c'est ce que permet la RSE, c'est ce qu'on appelle les indicateurs extra-financiers. Parce que demain, quelqu'un qui a un accident, ben on a des entreprises où malheureusement, il y a des personnes qui décèdent au travail. L'image extérieure, l'image intérieure, la justice, c'est fatal pour une entreprise. Donc elle a tout intérêt, alors c'est un peu méchant, elle a tout intérêt à rentrer dans ces démarches-là, déjà pour se protéger elle-même. Et du coup, pour protéger les personnes qui travaillent dedans. Ça sonne un peu, tu sais, comme d'une certaine forme de justice. Et ce que j'entends en te parlant maintenant, je comprends mieux le début de notre interview. Tu disais, en fait, tout ça est né d'une certaine forme de révolte que j'avais dans l'entreprise. Mais est-ce que tu n'as pas fait de ton histoire une certaine forme de revanche par rapport aux choses? Alors, j'utiliserai pas le mot revanche, mais le mot exemple. Je sais ce que j'ai vécu, c'était pas anodin, c'était pas normal. D'accord. Et pour autant, je ne suis pas la seule de très loin à l'avoir vécu. J'imagine, malheureusement. Oui, malheureusement. Malheureusement. Et il faut que les entreprises évoluent sur certains sujets pour que ce qui me soit arrivé, potentiellement, arrive à personne. C'est une certaine forme de mission C'est ça. intellectuelle que tu t'es fixée. Il ne faut plus que ça arrive et je vais, à ma façon, changer le truc. C'est ça, c'est mon rêve à moi. Tu sais, avec l'arrivée de l'IA et choses comme ça, les choses sont tellement allées vite qu'aujourd'hui, j'ai même du mal à poser une question à plus de 5 ans parce qu'en fait, les gens ne savent même plus, ça va tellement vite. Mais à ton avis, dans les années à venir, dans un futur assez proche, qu'est-ce qui fera qu'une boîte dure ou pas? Pour une boîte qui dure, ce sera une boîte qui aura pris en compte les impacts qu'elle peut avoir sur l'ensemble de la société et qui saura appréhender les risques et les opportunités qu'elle aura face à elle
les risques à la fois géopolitiques, technologiques, humains, etc. Et qui saura les anticiper Ouais. et qui saura pas les subir, surtout. Et voilà, qui sera agile vis-à-vis d'eux. Donc proactif. Donc proactif vis-à-vis des risques, en fait. Et je dirais, c'est un peu ce qui fait ton image de marque d'ailleurs. Une certaine forme de simplicité là où il y a de la complexité et plutôt toujours plus d'humain là-dedans. Oui, alors l'IA, par exemple, n'empêchera pas qu'il y ait de l'humain parce Ouais. que ça nous remplacera sur des tâches, entre guillemets, simples, chronophages, etc. Mais c'est pas l'IA qui fera, je ne le vois pas encore aujourd'hui, qui fera du sens, qui fera de l'émotion, qui créera des choses Ouais. nouvelles et qui vont nous marquer, qui feront que ça fonctionne. Ça remplacera des tâches mécaniques, entre guillemets, chronophages qu'on peut faire au Ça quotidien. nous filera un coup de main sur un truc, disons-le trivialement, sur un truc un peu chiant. Bah voilà, les tâches chronophages, c'est les trucs un peu chiants. Mais l'IA ne défonce pas un mur comme tu peux le faire pour se faire de la place. Pas encore en tout cas. Bon, on en parlera pendant des heures, c'est hyper passionnant, j'adore ton truc. Tu viendras nous donner des nouvelles de temps en temps. Vous qui nous regardez, on va vous mettre toutes les coordonnées de Laurine juste en bas de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez la questionner si vous avez des doutes sur votre entreprise ou l'envie d'aller un peu mieux ou un peu différemment. Merci beaucoup de ta venue sur le plateau. Merci à vous. Vous qui nous regardez, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.